Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Warzone le podcast. Alors, vous le savez maintenant, la saison universitaire s'est terminée, la draft également vient de s'achever et on va en reparler assez rapidement, parler un peu des petits enseignements qu'on peut avoir de ci, de là, mais sans trop rentrer dans les détails. Euh, et pour le coup, on va avoir l'impression qu'on est dans une zone morte, une sorte de off-season, right? Je sais pas pourquoi je parle en anglais, désolé, une sorte de off-season, mais bref. Euh, on va y revenir, parler un peu de ce qu'il se passe pendant cette fameuse off-season, notamment en termes par exemple de potentiel transfert, de changement de coach. On va également revenir sur les fameuses awards de fin de saison, tout simplement. Qui a été élu meilleur joueur universitaire, qui est rentré dans la meilleure équipe universitaire ou dans les fameuses all-teams universitaires. On va regarder ça et notamment aussi pour les principales conférences. Je ne vais pas vous faire toutes les conférences, sinon je pense que vous allez quitter ce podcast assez rapidement et vous désabonner. Mais voilà, voilà. Comme d'habitude, vous retrouvez ce podcast sur les plateformes d'écoute. Je pense notamment à Spotify, Amazon, Google Podcast également. J'ai vu récemment que ça commençait à venir sur Google Podcast. Donc voilà, de toute façon, je vous partage à chaque fois le Smart Link de Ocha et ensuite ça vous amène vers votre plateforme d'écoute préférée. De même, ce podcast est bien entendu disponible sur YouTube. Et on va y aller tranquillement. Let's go! Alors, revenons tout d'abord sur la draft. La draft qui donc s'est étendue sur 3 jours. Je le rappelle, le premier jour c'était les 2 premiers tours, le second c'était des tours 3 à 10 et le dernier jour c'est donc des tours 11 à 20. Il y a des choses en termes d'impact au niveau baseball universitaire à prendre en compte. Si c'est une fête pour ces jeunes joueurs, et notamment également pour les franchises MLB qui vont quelque part parier sur l'avenir à plus ou moins long terme, parce que je le rappelle très rapidement, en MLB, après être drafté, en général, on intègre ce qu'on appelle le farm system, c'est-à-dire la zone de développement d'une franchise. Via cette zone, on va commencer à jouer dans ce qu'on appelle les ligues mineures. Donc ces ligues en fait qui sont comme des sous-divisions, on va dire, des divisions un peu plus faibles euh, vis-à-vis de la MLB et qui va permettre en fait à ces jeunes tout simplement d'évoluer au fur et à mesure que leur capacité se développe et donc monter d'échelon en échelon. Un exemple très simple, un joueur va commencer par exemple dans une rookie league par exemple, puis très vite arriver donc à ce qui se fait de mieux dans le niveau A. Le niveau A, on va dire, c'est le niveau le plus faible pour faire simple, c'est vraiment pour résumer. Une fois ce niveau A, on va dire, maîtrisé dans sa plus haute sous-division, le jeune joueur va certainement aller en double A, et si tout va bien, il ira en triple A avant d'aller donc intégrer la MLB. On peut avoir des fois des appels de double A quasiment à MLB, mais c'est plus risqué, un peu plus rare. Et puis ça dépend en fait de la hype et du développement du jeune en question. On va prendre plus son temps également en fonction des étapes de progression des différents joueurs. Mais bref, pour faire simple, on le sait, c'est du plan des plans sur long terme. Et également, on additionne beaucoup de joueurs, puisque dans cette draft, il y a, si je me rappelle bien, 614 joueurs qui ont été draftés. Ce qui fait une belle masse de joueurs, tout simplement. Parmi ces joueurs, certains vont avoir la possibilité tout simplement de se dire, ok, je vais plutôt aller soit repartir en université si je suis déjà un universitaire, mais je n'ai pas fini mon cursus scolaire, on va dire, soit aller dans une université pour laquelle j'ai commit, puisque je suis un joueur lycéen, mais j'ai pas été pris dans les premiers tours, et du coup, l'argent que je pourrais avoir, puisque je vous ai parlé des bonus pools lors du précédent podcast, mais l'argent que je pourrais avoir n'est pas si intéressant que ça, donc il vaut peut-être mieux que je commence à travailler sur ma scolarité et en même temps me développer au niveau universitaire, afin d'augmenter mes chances, tout simplement, lors de prochaines drafts. Pour un jeune en fait qui euh, quitte le lycée pour aller à l'université, du coup il va devoir jouer au moins jusqu'à sa saison junior, ou alors si c'est un joueur éligible, c'est-à-dire qu'il entre par exemple dans sa 21e année en sophomore, il pourra être sélectionné selon certaines conditions dès son année sophomore. Tout dépend en fait de son cursus scolaire avant d'entrer à l'université. Pour faire encore une fois au plus simple. Donc bref, après tous ces petits jalons posés,
Une première chose déjà qu'on peut dire, un premier enseignement qu'on peut avoir ou qu'on peut tirer de cette draft, c'est le premier tour avec les 5 premiers choix qui étaient attendus au final, hein. Ça s'est passé comme prévu. Peut-être au sein de ces 5 premiers choix, ça n'a pas été l'ordre que tout le monde voyait par exemple. Mais bon, Paul Skeens a été pris, Dylan Cruz ensuite, Max Clark, Wyatt Langford et Walter Jenkins. Donc ces joueurs-là étaient le top 5, hein. C'était le consensus pour tout le monde, hein. C'était le top 5 de cette année, de cette draft, hein, tout simplement. Ça fait sens. Je rappelle quand même que ces 5 joueurs, dans une draft moins chargée, étaient potentiellement des numéros 1 de draft, hein. Chacun à leur niveau. Donc ça, c'est tout à fait normal. Euh, Comme je l'ai dit auparavant, c'est une fête pour les jeunes, c'est une fête pour la MLB. Par contre, ça ne l'est pas forcément pour les facs, pour deux facteurs. Le premier facteur, c'est de perdre des joueurs donc qu'on a eu sous son aile pendant quelques années, qu'on a développé, et donc forcément il va falloir les remplacer. C'est la dure loi de la vie universitaire, hein. C'est normal, mais ça fait du mal bien sûr. Et certaines équipes vont être plus impactées que d'autres. Je pense notamment aux équipes SEC par exemple, qui vont être pas mal impactées en termes de talent. Mais en général, ce sont aussi les équipes qui ont les meilleures classes de transfert, les meilleures classes de, euh, de commit, on va dire, donc vous savez, des joueurs lycéens qui vont décider de venir dans telle ou telle université. Donc en général, ils arrivent très bien à relancer la machine, à recharger en talent leur fac. Mais un autre point, c'est que la draft peut prendre aussi des joueurs lycéens qui avaient déjà commit pour une certaine fac, et au final, en fonction de la draft et de la position à laquelle ils ont été draftés, bah, ils vont plutôt choisir de suivre le chemin et la voie de la professionnalisation plutôt que de suivre le commitment qu'ils ont fait donc avec telle ou telle fac. Donc il y a un double impact, hein, au final pour les facs, elles attendent avec pas mal d'anxiété, hein, sachant que souvent aussi c'est la zone du portail des transferts comme je l'ai rappelé la semaine dernière. Mais bon voilà. Euh, j'ai envie de vous dire aussi que forcément pas mal d'équipes donc, ont été on va dire, vidé, hein, de talent. Du coup, forcément, on va penser à LSU. Je trouve que la draft était plutôt logique vis-à-vis de ça. Pas mal de joueurs de LSU pris, et c'est logique. Et sachant qu'il y en a qui sont plutôt dans des tours assez loin, par exemple, euh, je pense pas qu'ils aient dépassé le deuxième jour, peut-être. Enfin, il doit y en avoir aussi quand même du troisième jour. Je me rappelle plus exactement de mémoire, mais tout ça pour dire que parmi ces joueurs qui ont été sélectionnés, tout le monde ne va pas forcément, hein, quitter LSU. On verra bien comment ça va se passer. Euh, du coup, en fait, ce que j'ai bien aimé avec cette draft, c'est que malgré quelques surprises, on a vu quand même des équipes MLB assez cohérentes vis-à-vis du schéma en fait qui a été mis en place ou qu'on pouvait voir selon les scouts qui allait être mis en place. Et après, il y a eu quelques surprises qui ont permis à certaines équipes d'être pour moi des équipes vainqueurs en fait de cette draft sur le potentiel, hein, bien sûr. On pourra le savoir que lorsque les joueurs arriveront, s'ils y arrivent, bah, tout en haut du show, hein, donc tout simplement en MLB. Mais par exemple, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'a très clairement, comment je peux dire ça, qui m'a très clairement impressionné, c'est par exemple des drafts comme celle des Washington Nationals, par exemple. Les Nationals, tout simplement, de mémoire, ils ont eu déjà un gros coup, hein, un reach, enfin pas un reach, pardon, le contraire. Euh, Ils ont eu la chance, en fait, tout simplement, de récupérer Yandy Morales euh, assez bas, puisqu'ils l'ont récupéré, je pense, en 40e position, donc ça veut dire au second tour, alors que c'est très clairement un talent que beaucoup voyaient être pris assez rapidement, dès le premier tour en tout cas. Moi, je l'avais mis dans ma mock draft avec les Astros parce que je trouvais que ça faisait sens. Euh, mais bon, ça fait du bien pour Washington qui donc a récupéré forcément Dylan Cruz dès le deuxième pick, a récupéré Morales. Et puis aussi, j'ai bien aimé les tours suivants. Par exemple, je sais qu'ils ont récupéré Gavin Dugas, notamment un coéquipier de Dylan Cruz, donc plus bas, hein, dans les tours. Donc à voir encore une fois si ça va suivre, hein, s'il va continuer, enfin s'il va suivre cette voie des Nationals. Mais il y a eu des joueurs aussi très intéressants. Je pense à Pinckney. Pinckney, en fait, Andrew Pinckney, c'est un outfielder qu'on a vu du côté d'Alabama et qui, en fait, est un peu le symbole de ce qu'on peut voir en université. Ce qui est logique, hein. Vous le savez, les joueurs sont scoutés depuis le lycée. Et donc forcément, en fonction, il y a des joueurs qui sont favoris, d'autres qu'on ne voit pas forcément venir. Et donc, il y a ces joueurs de cette seconde catégorie qui peuvent d'un coup exploser ou continuer à se développer mais à leur rythme et exploser au bout d'un certain temps en fac, en université. Eh bien, Andrew Pinckney, c'est un de ce qu'on appelle ces late bloomers, c'est-à-dire ces gens qui
commencent à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent amener au niveau baseball, et ils le comprennent par exemple plutôt en année junior, voire en année senior, au niveau universitaire. Et du coup deviennent très intéressants puisque la marge de progression reste assez forte en baseball en termes d'apprentissage, etc., etc. Et le développement peut être toujours intéressant, et du coup on peut les récupérer à moindre coût puisque ce sont des joueurs qu'on n'attend pas dans tel ou tel board du fait de leur retard dans le développement et du fait qu'ils soient du coup moins hype. Et par contre, qu'on va pouvoir tout simplement, c'est un deal sur Top Point Franchise sans gros risque. Si ça marche pas, c'est pas grave puisque c'était entre guillemets prévu. Et si ça marche, ça vous permet d'ajouter du talent sur lequel personne n'a compté forcément à l'entrée de cette saison, à l'orée de cette saison. Donc j'ai bien aimé la draft des Nationals en général. Une autre équipe que j'ai bien aimée, alors bien sûr les Rays, comme d'habitude les Rays ils sont propres, tout simplement. Déjà au premier tour ils ont récupéré Braden Taylor, ce qui fait sens, moi je les avais plutôt vus prendre pourquoi pas un lanceur. Euh, Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est la draft de Colton Ledbetter. Colton Ledbetter, je vous en ai parlé rapidement, que ce soit en article ou que ce soit en podcast. Très fort joueur, très fort outfielder, qui a parié sur lui-même en transférant du côté de Mississippi State, et qui est devenu dès sa première saison et sa seule saison à Mississippi State, pardon, le meilleur joueur de cette franchise, enfin de cette fac, pardon, et du coup a vraiment montré les choses qui font de lui un fort potentiel à développer. Un autre joueur forcément dont j'avais parlé dans cette draft des Rays, c'est Trey Morgan. Donc si vous me suivez maintenant depuis quelques temps, vous savez que Trey Morgan c'est un de mes petits chouchous dans le sens où j'en parle souvent. C'est un joueur que j'ai suivi depuis son arrivée en fait en fac à LSU. Hein, c'était la même année que Cruz, Dylan Cruz. Et du coup ça a été facile donc, du coup, de pouvoir suivre sa progression. Très bon en défense, des fortes qualités athlétiques. On avait toujours des doutes par rapport à son offense. Mais cette saison, surtout sa deuxième partie de saison, il a montré qu'il était capable d'apporter offensivement. Et je pense que sa sélection fait sens en fait. Bon, c'était pas dans le tout premier tour, mais malgré tout, c'est quand même un joueur en fait de deuxième jour, et très tôt dans le deuxième jour, hein, si je me rappelle bien, parce que c'est un joueur qui a dû être pris au troisième tour, hein, troisième ou quatrième tour de mémoire. C'est à revérifier, mais bref. Tout ça pour dire que c'est une très belle draft des Rays. Je pense aussi à des joueurs qui peuvent être revanchards. Je pense à Drew Dodd. Drew Dodd, c'est un des lanceurs de Stanford. Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait une énorme saison, mais par contre, en termes de talent, en termes de potentiel et tout ça, c'était un joueur qu'on voyait quand même pris assez tôt. Enfin, quand je dis assez tôt, plutôt très vite dans la deuxième journée. Il a quand même été pris dans la deuxième journée, plutôt je pense vers le huitième tour de mémoire. Il a très fortement chuté, hein, parce que je me rappelle pas mal de mocks le voyaient plutôt en troisième tour. Ce qui fait du bien aux Rays, parce qu'on connaît leur force à développer des pitchers dont on ne connaît pas les noms. Donc là encore plus quand il s'agit d'un profil universitaire qui avait quand même, qui était quand même sur des boards de draft, montrant qu'il a quand même du potentiel et du talent à revendre. Il y a des gens aussi qui ont eu des down year aussi au lancer. Je pense à TJ Nichols du côté d'Arizona, hein, encore de la Pac-12. Lui aussi arrive avec un tour assez bas. Et il a aussi un fort potentiel, on le connaît. Il a été freiné par les blessures aussi, il a eu du mal à revenir. En releveur, ça a été compliqué, en starter, ça a été compliqué. Mais bref, c'est un joueur qui a ce potentiel à développer, et les Rays sont très forts avec les lanceurs, donc à voir. Donc ça, c'est des équipes dont les drafts m'ont fortement impressionné. Qui d'autre? Je sais que les Mariners aussi, j'ai bien aimé. Par exemple, des McGraw, RJ Shrek, c'est-à-dire des joueurs assez référencés que j'ai pu voir et qui sont plutôt bons et plutôt intéressants. Mais voilà, je viens de me rappeler parce que pour une fois j'ai des notes, et notamment j'ai aussi une page internet ouverte, et c'est les Cincinnati Reds, parce que je recherchais en fait l'équipe dont je voulais parler. Les Reds ont d'abord récupéré Rhett Lauder, donc je le rappelle, Rhett Lauder c'est le deuxième meilleur lanceur du pays cette saison. En université, si c'était pas Paul Skeens, c'était Rhett Lauder. Ils ont d'ailleurs eu un duel qui est rentré dans les annales de l'histoire du college baseball, je le rappelle, on va dire dans l'équivalent de la demi-finale des College World Series, si on veut donner une sorte d'équivalent. Rhett Lauder est donc le joueur phare qui highlight quelque part les choix des Reds, mais quand on descend, on voit Ty Floyd, Ty Floyd, le nouveau héros de LSU avec ses fameux 17 strikeouts en College World Series finale, des College World Series, je le rappelle, qui a eu une saison mi-figue mi-raisin, mais qui a eu une hype tardive vis-à-vis de cette performance notamment, et surtout, il faut rappeler que
malgré cette saison mi-figue mi-raisin, c'est quelqu'un qui était quand même bien noté sur les draft boards parmi les scouts, sur son potentiel. Mais au-delà de ça, j'ai bien aimé des choix comme Dominic Pitelli, hein, l'infielder des Marlins, n'importe quoi, des Miami Hurricanes, que j'avais vu jouer sur place en mars de mémoire, et qui a fait une très belle saison, je trouve. Un joueur aussi que j'attendais un peu plus haut et qui du coup est tombé dans l'escarcelle des Reds, et tant mieux pour eux, c'est Carter Graham. Hein. Carter Graham qui fait partie de ces fameux joueurs, hein, de Stanford, et que j'imagine encore une fois un peu plus haut, donc à voir ce qu'il va donner en termes de développement. Voilà, ce sont les 2-3 équipes que je voyais comme des grandes gagnantes. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails pour la draft. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, de m'envoyer des messages privés. Hein. Ça m'intéresse de pouvoir discuter avec les gens s'ils ont des questions sur des tours qui sont plus lointains, des joueurs particuliers, notamment au niveau universitaire. Au niveau lycéen, je vais être beaucoup plus limité, hein, mais au niveau universitaire, si je peux aider, si je peux donner un peu plus d'insight, avec plaisir. Et je vais rappeler bien entendu que tous ces jeunes joueurs vont avoir travaillé d'arrache-pied dans les niveaux inférieurs, avec quand même une tendance ces derniers temps à voir des joueurs à grimper un peu plus vite les échelons, notamment pour des joueurs universitaires référencés. Je pense notamment à Zach Neto, hein, du côté des Angels, qu'on a vu donc être drafté en 2022 et qui dès 2023 se retrouve dans les majeurs pour faire quelques at-bats. Euh, Toute cette émulation augmente la hype de la draft, puisque on le voit sur les réseaux sociaux, c'est de plus en plus émulé en fait, entre guillemets, hein, de plus en plus suivi, en tout cas sur l'aspect américain. Au niveau des États-Unis, je parle sur la faible progression que je vois, enfin, surtout le faible échantillon que moi je vois, hein, sur ces 2-3 dernières années. Mais bon, on va quitter ce petit volet draft, hein, et puis on va passer à un autre sujet, mais tout d'abord, transition musicale. Donc, voilà pour les réjouissances liées à la draft. On le sait, la draft déplume certaines équipes, certaines universités tout simplement. Et ces universités vont devoir donc relancer un peu, on va dire, la machine, rehuiler un peu tout ça, travailler avec des nouvelles classes en fait d'arrivée, hein, de joueurs lycéens par exemple, ou alors des joueurs qui vont tout simplement venir en fait tout simplement du portail des transferts. La transition est toute trouvée, on va parler de quelques mouvements qui interpellent, qui ont fait un grand buzz en college baseball. Je ne vais pas rentrer bien sûr sur tous les transferts, il y en a des centaines, hein, mais surtout sur les joueurs qui sont référencés, des joueurs qu'on peut même imaginer être dans les prochaines mocks pour la draft 2024, et pourquoi pas assez haut, et qui ont demandé leur transfert. Donc on y va. Ces demandes d'entrée dans les portails de transfert se font avant une certaine date limite dont j'en avais parlé rapidement, hein. Je pense que c'est le 13 juillet, donc nous y sommes, hein, très clairement. Je vais parler de 2-3 joueurs vraiment rapidement. Il faut savoir qu'il y a des centaines de joueurs et souvent en fait ça montre des tendances. Par exemple des joueurs qui espéraient avoir plus d'at-bats, par exemple, qui n'en ont pas eu. Je vais donner un nom, juste voilà, faire un name dropping, hein. Je parle par exemple de Derek Fabian. Derek Fabian, c'est le petit frère de Jed Fabian qui a été drafté donc la saison dernière et qui l'année dernière avait eu, en 2022, donc avait eu quand même pas mal d'at-bats, hein, la même année que son frère qui était encore là. Et cette saison, il n'a eu que 38 at-bats, ce qui fait faible quand on veut pouvoir montrer un peu son talent. Donc ça peut être ce genre d'exemple. Il y a d'autres joueurs qui simplement ont peut-être des divergences sur le rôle qu'ils doivent avoir. Et on va y revenir. Mais voilà, je vais commencer par un premier joueur. Celui-là, c'est peut-être pas forcément le nom que vous connaissez le plus. Et pourtant, en college baseball, on entend parler de lui beaucoup, surtout cette saison. C'est Peyton Toll. Peyton Toll, j'en avais parlé dans un de mes articles, hein, il y a peut-être un petit moment quand même. C'est un two-way player qui vient de Wichita State, hein, et qui a fait en AAC une très très belle saison. En tant que two-way player, donc en tant que lanceur, c'est notamment 97 strikeouts sur 85 manches, un peu plus de 85 manches. Et du côté du batting, c'est quand même 13 home runs, 50 points produits. Et le tout a une moyenne à la batte de .311, donc 31%, ce qui est fort joli. Et du coup, il va du côté de TCU,
TCU qui travaille déjà très très bien, hein, puisqu'ils ont aussi récupéré un autre joueur de la Big 12 pour le coup, un joueur qui a fait une très bonne saison, enfin très solide saison de côté de West Virginia, Ben Hampton. Si je me rappelle bien, c'est un southpaw, donc un lanceur gaucher que j'avais vu de temps en temps, hein, donc c'est pour ça que je me rappelle à peu près son nom. Ça m'avait marqué de le voir en fait quitter donc West Virginia pour TCU, donc c'est intéressant et j'ai ouï dire qu'ils ne vont pas s'arrêter là ou ils ont décidé de ne pas s'arrêter là en fait jusqu'à la fermeture de ce portail, de cette zone, hein, de portail des transferts. Il y a des équipes en fait en termes d'équipes qui perdent pas mal de joueurs, je pense à Wake Forest, hein, je ne vais pas donner les noms. Et on va passer à un deuxième joueur qui a demandé en fait à entrer sur le portail des transferts, c'est le lanceur de Tennessee, Chase Burns. Encore une fois, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je parle pas mal de Chase Burns. Chase Burns, c'est ce jeune joueur qui a décidé de tenter sa chance plutôt du côté de Tennessee, alors qu'il avait été drafté en 2021 hein, par les Padres, si je me rappelle bien. Mais c'était assez loin, hein, c'était je pense le dernier tour, un truc comme ça. Euh, il est arrivé donc avec une belle réputation en sortie de lycée, du côté donc de Tennessee pour la fac. Il est originaire d'ailleurs de Tennessee hein, pour le coup. Euh, Première saison, starter, freshman. On sait qu'il y a eu quelques petites blessures du côté de la rotation starter. Je pense notamment à un joueur comme Blade Tidwell. Et du coup, Chase Burns a pris sa chance et a fait une très belle saison freshman, ce qui a augmenté encore plus son stock potentiel pour la draft 2024. On le voyait très vite dans le top 5 hein, des premières estimations, hein, pas encore des mocks, mais des premières estimations de draft pour 2024. Et tout le monde attendait de voir sa progression en fait cette année en tant que sophomore, derrière donc Chase Hollander qui était le ace de Tennessee et qui lui devait donc finir par être drafté cette saison. Donc c'est ce qui a été fait par les Rockies en 9ème position. Donc bref, pour revenir sur Chase Burns, il arrive, et il commence sa saison et ça commence très bizarrement. Pas si mal hors conférence. Par contre, dès que le calendrier de conférence entre en vigueur, là c'est la catastrophe. Quelques starts horribles. Il a à un moment un IRA qui était à monter jusqu'à 9 et quelques en SEC. Je pense qu'en général, quand je dis hors conférence, c'est dans le sens où au départ, vous savez, le calendrier de conférence n'est pas forcément en vigueur. Mais ensuite, quand les week-ends commencent à être des week-ends dans la conférence, en général, il va jouer que des matchs de conférence, puisque en tant que starter, il ne joue qu'une fois par semaine. Mais bref, il avait, grâce à ses premiers matchs hors conférence, un IRA qui n'était pas si haut que ça. Enfin, qui était très haut, mais par rapport aux 9 qu'on voit en SEC, en général, il était à 6 quelque chose. Ce qui n'était toujours pas bon, puisque ça coïncidait aussi avec ce qui se passait très mal en général avec Tennessee, qui avait du mal à gagner, qui s'engluait en fait sportivement en SEC. On se demandait même s'ils n'allaient pas finir par passer à la trappe, que ce soit au niveau at large ou autre. Heureusement, leur coach, hein, Vitello, a fait des choix forts, des choix qui peut-être, hein, là c'est vraiment une supposition de ma part, je ne sais pas, mais qui peut-être ont influencé en fait la décision hein, de Chase Burns de finir par demander sa demande de transfert, lui qui se voit certainement comme un starter par exemple. Tony Vitello en fait a décidé de le mettre en tant que releveur. Et en tant que releveur, ça a été exceptionnel. On a retrouvé le Chase Burns qui n'hésite pas. Peut-être il s'est mis aussi moins de pression en sortant entre guillemets du banc, en sortant du bullpen hein, tout simplement. Et il est monté en puissance en tant que releveur, déjà réussissant quelques belles performances en SEC pour terminer la saison régulière de manière assez intéressante pour Tennessee. Le tournoi, très clairement Tennessee n'a pas pu y jouer, ils ont fait qu'un match, ils se sont fait éliminer donc on ne peut pas en parler. Le tournoi, je parle de SEC. Par contre le tournoi national, il a continué ses performances incroyables en tant que releveur, avec notamment une pointe face à Stanford en College World Series, où donc il a relevé dès, je pense que c'était la deuxième ou troisième manche, et du coup il a fait 6 manches, où il a dégoûté en fait Stanford. Ça a été en fait le pic de Chase Burns, et on va dire paradoxalement l'un de ses derniers matchs au final avec Tennessee. Donc il entre dans le portail des transferts, à voir où ce talent va arriver, parce que c'est clairement l'un des plus gros talents à entrer sur le portail des transferts cette saison, si ce n'est le plus gros. On parle d'un potentiel top 10, peut-être top 20 de draft pour la prochaine draft, hein, la 2024. Une fastball vraiment impressionnante. Une sorte de slider, on va dire, qui en première année était très intéressante. Cette année, elle a eu du mal à se mettre en place, mais par contre quand ça s'est mis en place, ça a été très intéressant. On va dire une breaking ball en général, puisque ça ressemble presque à une slurve sur ce dont je me rappelle. Mais voilà, Chase Burns, c'est le premier gros nom
Et là, j'ai un deuxième gros nom qui est arrivé très récemment, je pense que je l'ai vu hier de mémoire ou avant-hier, c'est Braden Montgomery. Alors, que ce soit pour Chase Burns ou pour Braden Montgomery, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils demandent leur transfert. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction de leurs coachs respectifs. Euh, Très clairement, Vitello avait quelque part, enfin, il s'était fait à l'idée, hein, puisqu'il avait lui-même annoncé que euh, Chase Burns allait voilà, exporter ses talents vers d'autres cieux. Donc très clairement, il est au courant et c'est pourquoi j'ai cette idée de peut-être d'un problème vis-à-vis du fait que Chase Burns ne startait plus, en tout cas sur cette saison. Par contre, pour Braden Montgomery, pour le coup, c'est une surprise. Alors, Braden Montgomery, je vous le représente rapidement, two-way player, euh, très fort talent, notamment offensif du côté de Stanford. Il a encore apporté une très très bonne saison, hein. Je pense que c'est 17 home runs, c'était... Alors, en point produit, c'est une soixantaine. J'ai plus le nombre exact, je suis désolé. Et surtout, en talent et en potentiel, on le voit très très bon en termes de lanceur, hein, parce que c'est un lanceur, notamment en termes de balles rapides, qui arrive dans du 97 miles par heure à peu près, 98. Hein. Et il a donc demandé son transfert, et son coach, juste avant qu'il demande son transfert, parlait de lui en tant que voilà, pierre angulaire du projet, puisqu'il savait que parmi, donc comme je l'ai dit, hein, beaucoup de joueurs qui partent à la draft, etc., etc., donc parmi les équipes qui allaient perdre beaucoup, Stanford faisait forcément partie, hein, un groupe qui a enchaîné 3 participations de suite au College World Series, euh, on va dire highlighté par les Tommy Troy, Quinn Matthews bien sûr, Carter Graham dont j'ai parlé un peu plus tôt, et donc Alberto Rios également, qui a été une belle surprise cette saison. Tous ces joueurs sont partis, et d'autres, hein, Drew Dowd notamment, etc., etc. Donc en plus de devoir gérer cet affluent de départ, ils doivent maintenant gérer ce départ un peu plus surprise de Braden Montgomery qui donc est entré sur le nom, enfin sur le portail des transferts. Que ce soit pour lui ou Chase Burns, pour l'instant j'ai pas vu encore s'il y avait des candidats qui, euh, qui étaient parmi les favoris, hein, sur les différents sites, hein, notamment derrière baseball, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux gros noms dont je voulais parler, ce qui rappelle que le college baseball n'est pas, enfin, les sports universitaires en général, mais bon, le college baseball en tant qu'exemple, c'est pas, par exemple, un joueur rentre dans une université, il va forcément faire tout son cursus universitaire là-bas. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui était normalement la norme, on sait que c'est de moins en moins le cas, on sait aussi qu'avec toutes ces histoires d'indépendance en termes d'image, etc., etc., beaucoup d'argent rentre en jeu et du coup l'exposition aussi du joueur, au-delà de son exposition pour son développement, mais l'exposition aussi, on va dire, pour son rayonnement, sa célébrité, etc., dès le niveau universitaire est important, du coup, puisqu'ils gèrent leur propre image. Donc peut-être que tout ça sont des pistes à explorer vis-à-vis de cette recrudescence des demandes de transfert. Il y a toujours des transferts, mais en général, on voyait des transferts de joueurs, comme je l'ai dit un peu au début, qui avaient par exemple un manque de temps de jeu. Euh, c'est rare de voir une star déjà bien établie dans son équipe, même s'il y a des différents par exemple, quitter cette équipe pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je pense notamment au transfert qui est très mal passé la saison dernière de Tommy White. C'est pour ça que beaucoup d'équipes faisaient de LSU, hein, on va dire le grand méchant, le grand vilain, puisqu'ils avaient ramené l'un des meilleurs sluggers dès sa saison freshman en ACC du côté de NC State, du côté de LSU. Et bon, bah, il a été très bon avec LSU, la preuve, il a été décisif dans les College World Series. Et il y a cette crainte, en fait, tout simplement, de déséquilibrer encore plus le college baseball. On sait que les forces en présence actuelles, c'est la SEC, en figure de proue. Et ensuite, le reste suit. On le voit notamment sur les derniers vainqueurs. 2021, c'est Mississippi State, SEC. 2022, c'est donc Ole Miss, SEC. 2023, c'est LSU. Bon, pour le coup, c'est un habitué, hein, 7ème titre, mais toujours SEC. 2019, c'était Vanderbilt, SEC. Il faut remonter donc à 2018 et Oregon State de Adley Rutschman pour voir une équipe hors SEC remporter un titre. Et je pense que d'ailleurs 2017 c'est Florida. Donc voilà, c'est juste une petite, c'est une petite respiration Oregon State depuis 2017. Donc toute cette histoire de transfert, ça continue peut-être de creuser un peu ce fossé, cet écart entre la SEC qui va en plus récupérer Texas et Oklahoma et les autres conférences. Donc ça serait un bon sujet à discuter, peut-être un peu plus théoriser, un peu plus développer. Mais on va passer maintenant à
un autre carrousel. Il y a le carrousel des joueurs via le portail des transferts, il y a aussi le carrousel des coachs. Les coachs changent. Et on va parler de deux trois coachs, deux trois noms en fait qui sont impactants en college baseball, qui soit changent de crèmerie, soit juste quittent en fait leur université. J'ai envie de commencer par les Hurricanes de Miami. Miami, alors c'est intéressant puisque Gino Di Mare du coup ne continue pas. Il faut savoir que Gino Di Mare c'est quand même un historique de Miami puisque il fait partie de cette légende en fait des Hurricanes. Il a joué en fait sous Ron Frazier. Ron Frazier c'est le plus grand coach de l'histoire de Miami. C'est vraiment lui qui a fait de Miami des Hurricanes ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a lancé vraiment la roue, on va dire, il a pavé on va dire la route pour le succès de Miami au final en college baseball. Il a également travaillé avec Jim Morris. Jim Morris qui a été aussi un des autres grands coachs des Hurricanes de Miami. Et Di Mare était notamment travaillé avec lui on va dire dans son staff. Di Mare a ensuite pris l'équipe, les Hurricanes en 2019. Et il faut savoir que 2019, 2021, 22 et 23, il est toujours parti au moins au tournoi national. Ce qui est quand même... On sait que pour Miami, les attentes sont quand même importantes. On va pas dire non plus énormes, mais importantes. Mais malgré tout, il faut le faire. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui sort de ACC et qui fait partie des équipes qui vont entrer en tournoi national. Donc c'est quand même un feat qui n'est pas si simple que ça. Et surtout, cette saison, il avait fait une très bonne saison puisque c'était la meilleure saison depuis 2016. Donc voilà, c'est intéressant de voir que lui part. Pour le coup, c'est pas, si je me rappelle bien, pour le coup, puisque j'ai pas donné des fausses informations, c'est pas forcément que Miami se sépare de lui, attention, c'est plutôt que lui a décidé de, on va dire, voilà, j'ai le mot en anglais, je suis désolé, step away. Traduction s'il vous plaît. C'est grave. Je vais pas vous faire perdre du temps, mais voilà, vous avez compris. C'est lui qui a décidé de se retirer, on va dire, voilà, de se retirer du job. Et du coup, il faut voir qui va pouvoir le remplacer. Je sais que j'avais vu des noms, notamment un nom qui était intéressant. Ah oui, c'est Paul Mainieri. Paul Mainieri, il est connu, puisque c'est un des grands coachs de LSU. Il a remporté le tournoi national en 2009. Il faut savoir aussi qu'il est à l'origine de la venue de Dylan Cruz du côté de LSU. Donc attention. Ce qui est marrant, c'est qu'il avait pris sa retraite de mémoire, justement. Il avait pris sa retraite. Il avait fait donc venir Dylan Cruz, et puis en 2021, il a décidé de prendre sa retraite à LSU. Si je me rappelle bien, c'est ça. Oui, c'est bien ça, excusez-moi pour la petite tergiversation. Et du coup, c'est intéressant de voir que son nom est cité et qu'il pourrait accepter de venir, en fait, tout simplement, d'être le coach pour Miami. Il y a d'autres, candidats, pardon. Décidément, le français devient de plus en plus difficile, alors que les minutes s'égrènent dans ce podcast, mais il y a Chris Pollard. Chris Pollard, c'est le coach de Duke. Donc à noter, parce que Duke a fait une très très belle saison, il a amené de la vie, on va dire, au baseball du Duke, un baseball très attrayant, très spectaculaire. Peut-être pas très... pour les cardiaques, c'était pas le baseball le plus facile, mais bon, de toute façon, à Miami, on est habitué. Il y a eu tellement de remontadas cette année qu'au niveau cardiologie, je pense qu'on est bien. Je pense que Miami aussi, j'avais vu des rumeurs avec le fameux coach de Wake Forest. Pour l'instant, ça c'est que des rumeurs. Je sais pas, mais je l'imagine mal quitter Wake Forest alors qu'il est dans une belle position, enfin dans une belle situation. Même si je vais y revenir dans 2 secondes. C'est Tom Walter. Tom Walter, c'est un peu le coach de l'année, on va dire, au niveau college baseball, parce que il a fait de Wake Forest cette machine quasiment imprenable. Il a fallu le talent incroyable des joueurs de LSU, parce que c'est vrai qu'en talent individuel, LSU c'était quand même la meilleure équipe de la saison. On va pas non plus changer la narrative pour faire dérailler Wake Forest vers un titre qui semblait lui tendre les bras. À un certain moment, honnêtement, même si on sait que c'est pas si simple que ça pour un numéro 1 à l'entrée d'un tournoi national de vraiment aller jusqu'au bout, c'était difficile de voir des défauts à pouvoir utiliser à son avantage face à Wake Forest. Bon, LSU l'a fait, tant mieux pour eux, mais du coup Tom Walter est cité. Alors pourquoi je voulais y revenir 2 secondes, c'est que Wake Forest fait forcément partie de ces équipes qui ont perdu pas mal de joueurs, notamment vis-à-vis de la draft. Je pense que c'est une dizaine, pour l'instant en tout cas.
Mais surtout, sur le portail des transferts, il y a beaucoup de joueurs de Wake Forest que j'ai vus, et notamment des joueurs qui ont quand même contribué comme Danny Corona, et qui normalement auraient dû être justement des joueurs un peu pierre angulaire de la continuité, hein, donc de la saison prochaine. Donc peut-être que s'il voit, si tout simplement Tom Walter voit que au final ça va être compliqué de pouvoir mener à bien une certaine continuité dans sa mission, savoir pourquoi pas repartir en College World Series avec un effectif qui va être quand même fortement renouvelé, peut-être qu'il va être intéressé par Miami, parce que Miami a quand même euh, cet historique de pouvoir bien récupérer des classes de freshmen, etc., etc., donc de pouvoir comptabiliser et renouveler son effectif de manière assez efficace. Wake Forest, on sait qu'il y a eu pas mal d'années de vaches maigres, hein, donc c'est pas si simple du côté du programme de Salem. Euh, enfin, Winston-Salem, pardon, pour être exact. Mais à voir ce que ça va donner de côté Miami. En tout cas, Gino Di Mare a quitté Miami. Je vais vous parler d'un autre coach en particulier. Et ce coach, c'est un coach que je connais bien, entre guillemets, que j'ai pu voir en chair et en os d'assez loin pour le coup, puisque c'est le coach de Maryland, c'est Rob Vaughn, je devrais dire l'ex-coach de Maryland du coup. Je rappelle un contexte particulier, je vous avais parlé d'un scandale qui a eu lieu du côté d'Alabama, avec le coach Brad Bohannon, qui a dû donc quitter ses fonctions suite à ce fameux scandale de paris qu'on a retrouvé du côté de l'Ohio, enfin des paris assez bizarres sur une rencontre d'Alabama, et apparemment il serait impliqué d'une manière ou d'une autre. C'est assez flou, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais bon, il a dû quitter son poste, on l'a fait quitter son poste tout simplement, et donc forcément, il fallait le remplacer, et Rob Vaughn, c'est un coach qui a mis Maryland sur le devant en fait de la scène Big Ten. Maryland, faut le savoir, c'est pas une équipe qu'on attend forcément en termes de college baseball. C'est pas non plus une mauvaise équipe, mais c'est pas non plus. Voilà, normalement, historiquement, en Big Ten, on va plutôt miser sur des équipes comme Michigan par exemple. Euh, qui d'autre Minnesota, même si bon, Minnesota, ils sont vraiment dans le dur ces dernières années, mais normalement, Minnesota, c'est plutôt une équipe historique. Si on veut parler de college baseball, on parle pas trop de Maryland par exemple. Avec Rob Vaughn, pour le coup, euh, on parle très très bien de Maryland. Il a réussi quand même en 6 saisons à récupérer un bilan positif. 183 victoires, 117 défaites, mais c'est surtout sur ces 3 dernières saisons où il a enchaîné les saisons de grande classe en prenant en otage quasiment la Big Ten à lui tout seul. Il a permis de développer aussi des joueurs qu'on a retrouvés trop à la draft, je pense à Matt Shaw, notamment le shortstop. Euh, il a vraiment récupéré et travaillé de façon à créer en Maryland un programme à succès, tout simplement. Donc, bon, bah, fallait s'en douter, c'est que les conditions de travail entre une équipe Big Ten, en baseball je parle, hein, une équipe Big Ten et une équipe SEC ne sont pas les mêmes. Là-bas, à Alabama, il va pouvoir travailler avec ce qui se fait de mieux hein, en termes d'infrastructure, en termes de classe, de transfert, de freshman, etc., etc. Peut-être pas Alabama en tant qu'université, mais je veux dire en tout cas le fait d'être dans la SEC va lui permettre de travailler avec du beau matériel. Euh, Ce qui pouvait le limiter au final du côté de Maryland. On a vu par exemple que si c'est vrai qu'il a réussi à créer une grosse équipe en termes d'offense, il a eu du mal à récupérer des lanceurs fiables. Je me rappelle j'avais même vu faire jouer le fameux match qu'ils ont perdu là, le match contre. C'était qui? J'ai oublié contre qui, mais j'en avais parlé. C'était lors des Regionals. Euh, George Mason. Voilà, merci mémoire, George Mason. Euh, ils ont ils ont lancé enfin ils ont lancé ça, un beau jeu de mots. Ils ont mis en place des lanceurs de relève qui venaient par exemple de deuxième division les années précédentes de NCAA. Ce n'est pas pour dénigrer le niveau de ces lanceurs ou de la division en question, mais c'est plutôt pour dire qu'il y avait une certaine limite dans les possibilités qui s'offraient en fait en termes de recrutement pour Maryland. Et puis je pense que la Big Ten en général, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ce qui est dommage quand on voit ce que peut faire la Big Ten dans d'autres sports. Le baseball, c'est pas le cas. Et du coup, Rob Vaughn, voilà, donc quitte Maryland. Maryland est orphelin pour l'instant. Alors, je parle, ils n'ont pas encore de coach, si je dis pas de bêtises. Par contre, Alabama est bien content. Je pourrais parler rapidement de Mike Gambino. Mike Gambino, c'est du côté de Boston College, bien sûr. Lui, pour le coup, il a fait une très très belle saison. Et c'est intéressant aussi, puisque c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui doivent quitter, hein, du coup, qu'on appelle ça Boston College vis-à-vis de la draft, vis-à-vis de la seniorité, etc., etc. Mais je trouve il était sur
un beau projet, et c'est surtout la destination qui m'a intrigué. J'ai pas assez de visibilité sur ce que peut donner Penn State les saisons à venir, mais voilà, il quitte Boston College, pardon, ACC, pour aller du côté de Penn State, Big Ten, Penn State qui n'est pas une grosse fac de baseball, surtout ces dernières années. Donc à voir ce qu'il va faire là-bas. Je n'ai pas les raisons pour le coup, hein. Est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons qui pourraient expliquer cela, autre par exemple que financière, hein. Peut-être qu'il vient par exemple de la zone ou autre, ça je ne sais pas. Mais ça pour dire que voilà, je vous ai donné 3 exemples avec des profils assez différents et des façons de quitter ou de venir ou voilà, des changements en fait de coach dans des situations, des use cases un peu différents. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi avec la partie transfert et coach, puisqu'il y a une troisième partie qui va être beaucoup plus rapide pour le coup, mais avant tout, transition musicale. Et donc la dernière partie qui va nous permettre un peu de conclure cette saison de baseball universitaire 2023 comme il se doit. On va laisser place un peu à ceux qui ont fait de cette saison une saison, on va dire, incroyable. Elle est pour le coup historique, j'ai vu qu'en termes de chiffres offensifs, on avait rarement vu ça. Peut-être que la pitch clock y est pour quelque chose, j'en avais parlé dans un article au tout début de la saison, et ça s'est un peu vérifié. Mais bref, on va parler awards. On va commencer tout simplement par les 2 awards qui désignent le meilleur joueur universitaire de la saison. Donc le Golden Spikes et le Dick Howser Trophy. Le Golden Spikes a été remporté en fait par Dylan Cruz, ce qui voilà, n'est pas surprenant. Ça aurait pu être Paul Skeens, c'est Dylan Cruz. Et il n'y a pas de jaloux puisque le Dick Howser Trophy a été remporté par Paul Skeens. Ça aurait pu être Dylan Cruz, c'est Paul Skeens. Donc on va dire que les 2 joueurs sont les meilleurs joueurs de la saison, hein, tout simplement. Avec eux, on peut donner des noms pour créer une sorte de la meilleure équipe de la saison. Je pense que ça a d'ailleurs été voté, hein, pour le coup. Et comme souvent, ces votes sont faits par différents médias. Par exemple, chaque média va avoir son propre All-American Team, par exemple, ce genre de choses. On va se référer on va dire aux fournisseurs officiels du top 25, hein, des baseball, et plutôt regarder le leur. Mais ça sera assez proche de ce que moi aussi je vois en termes de qui je voterai pour les meilleurs joueurs de la saison. Et je vais vous donner en fait tout simplement ce All Team, enfin ce All America Team. Il y en a bien sûr plusieurs, mais je vais vous les énumérer maintenant. Donc à l'avance, il y aura certainement des noms que vous ne connaissez pas forcément. Je vais essayer de vous donner un peu de détails sur les joueurs en question. Il y aura d'autres noms dont vous aurez entendu parler par moi, bien sûr, notamment vis-à-vis de la draft, vis-à-vis du déroulé de la saison. C'est des noms qui reviennent assez souvent, vous inquiétez pas. On va commencer par la première team, la première All-America Team en D1 Baseball cette saison. On va faire par position. Alors, le premier joueur, ça va être un receveur, et vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de Kyle Till. Kyle Till, le désormais ex-receveur de Virginia, un UVA, qui a eu une très très forte saison comme je l'avais énoncé auparavant, 13 home runs, 70 points produits, aller jusqu'au College World Series, c'est assez beau. Un plutôt très très bon OPS, hein, 1.130 d'OPS avec un average OBP slugging de .407, .475 et .655, donc vraiment une énorme saison. Comme je l'ai dit, hein, ces chiffres-là ressemblent à des chiffres de PlayStation en général pour pas mal de joueurs. En college baseball, c'est un peu plus déjà hétérogène au niveau du niveau pitching, donc en fonction des pitchers il y a peut-être plus de facilité à avoir des gros nombres, et surtout cette saison, je le rappelle, avec la pitch clock potentiellement avec d'autres changements, on a vu quand même une saison assez all-time en termes de performance individuelle au niveau offensif. Donc voilà pour le receveur, hein, Kyle Till. En première base, un autre joueur qui a été appelé assez vite à la draft, hein, c'est Nolan Chanuel que on a vu du côté de FAU, hein, en conférence USA. Très très fort joueur, l'une des meilleures moyennes, hein, du pays, c'est assez indécent. Ce qui le sépare, enfin, ce qui fait qu'on parle toujours de Dylan Cruz, c'est tout simplement les conférences dans lesquelles chacun des deux joue et l'aspect qu'apporte Dylan Cruz aussi en termes défensifs. Nolan Chanuel a plutôt joué première base. C'est pas le meilleur des défenseurs, il se débrouille quand même pas mal, hein, on va pas non plus l'enterrer. Et au niveau offensif, c'est donc average OBP slugging percentage, c'est .444, .612, .864.
vous avez bien compris que ce sont des nombres assez incroyables. Son OPS forcément s'en ressent, hein, 1.476. C'est un joueur qui a donc produit 19 home runs, 64 points produits, euh, très fort joueur offensif, et surtout, on n'en parle pas assez souvent, c'est un joueur qui se fait pas strike out. Hein. J'ai parlé de Jacob Wilson notamment en présentant un peu la draft, mais Nolan Chanuel, je pense que c'est 14 strikeouts dans la saison, alors qu'il a provoqué 71 buts sur balle. Donc vous voyez bien le ratio buts sur balle strikeout est assez indécent. En deuxième base, J.J. Weatherholt, c'est le fameux joueur, la fameuse révélation de West Virginia. Lui aussi des très fortes moyennes, même s'il a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il a moins joué du fait de certaines blessures, certains pépins physiques. Mais quand même, c'est un average OBP slugging percentage de .449, .517, .782, encore une fois des chiffres, des nombres assez surréalistes. Un OPS de 1.299, forcément ça s'en ressent, hein, puisque la stat est liée à l'OBP et au slugging percentage notamment. En termes de totaux, c'est donc 16 home runs, 60 points produits, un ratio très intéressant, 26 walk, donc 26 buts sur balle provoqués pour 22 strikeouts, soit 22 retraits surprises. Il a aussi 35 bases volées, hein, c'est aussi une stat à prendre en compte pour lui. Très très forte saison de ce jeune homme. J'ai hâte de voir la suite le concernant. En troisième base, un autre drafté, Brock Wilken, l'excellent joueur de Wake Forest, qui est d'ailleurs maintenant sur le board all-time, hein, le record all-time de home run en carrière à Wake Forest. Cette saison, en toto, on va commencer pour lui parler de toto, 31 home run, 82 points produits, un bon ratio, hein, enfin, il a été pas mal strikeout, c'est vrai, hein, c'est d'ailleurs une des inquiétudes, hein, des différents scouts. Comment ça va se translater, on va dire, au niveau enfin déjà mineur et puis ensuite MLB. Mais bon, un ratio de 69 buts sur balle provoqués, 58 retraits surprises, hein, donc 58 strikeouts. C'est pas un joueur qui vole de base, hein, donc il en a volé une, mais bon, c'est pas là-dessus qu'on l'attend. C'est un joueur très puissant, donc voilà, et vous avez compris. Et après, en moyenne, on est sur des chiffres moins impressionnants que les autres, mais c'est quand même très très fort. En average OBP slugging, donc .345, .506, .807. Et donc forcément l'OPS est assez fou, là encore une fois, 1.313. En shortstop, le petit de Maryland, Matthew Shaw, je vous en ai parlé rapidement, j'en ai parlé plusieurs fois, mais là même dans ce podcast rapidement. Average OBP slugging, .341, .445, .697, un OPS de 1.142, des totaux 24 home runs, 69 points produits, 43 buts sur balle provoqués pour 42 strikeouts et 18 bases volées. Dylan Cruz, le meilleur joueur pour moi du baseball universitaire, enfin je pense que même en termes de consensus, c'était le meilleur joueur du niveau de baseball universitaire, bon, à égalité avec Paul Skeens, hein, mais je veux dire, moi je parle en termes, je différencie en général les pitchers des joueurs de position, donc en joueur de position, c'est ce qui s'est fait de mieux. Average OBP slugging percentage, alors on est à .426, .567, .713, lui qui a été quand même pas mal baladé en haut de l'alignement en fonction des schémas de Jay Johnson, donc faut se rendre compte vraiment de... Enfin, c'est surréaliste ce qu'il a fait, parce qu'encore une fois, on ne l'a pas mis dans une position où c'était si facile que ça de produire. D'ailleurs, ces chiffres s'en ressentent un peu, parce qu'en étant tout en haut de l'alignement, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, de produire beaucoup de points, et pourtant il en a quand même produit 70. En termes de home run, c'est 18 home runs. J'ai peut-être pas donné son OPS, donc je reviens sur son OPS qui est de 1.281. Le ratio but sur balle, strikeout, il est quand même assez énorme, hein, 71 buts sur balle provoqués pour 46 strikeouts, 6 bases volées, on l'attend pas trop là-dessus, mais il est capable, hein, il a déjà volé plus d'une dizaine de bases, je pense que c'est son freshman de mémoire. Donc voilà, on l'attend tout en haut. Un autre qu'on attend tout en haut, c'est Wyatt Langford, bien entendu. .373, .498, .784 en average OBP slugging percentage. En OPS, forcément 1.282. En toto, 21 home runs, 57 points produits. Un ratio 56-44 en but sur balle, strikeout, 8 bases volées. Alberto Rios qui a fait une très très belle saison de côté de Stanford, c'est pas encore une fois celui qu'on attendait le plus, et pourtant il a été là, donc il mérite cette mention parce qu'il a tenu Stanford vis-à-vis des blessures. Il y a eu pas mal de blessures de différentes stars et des sous-performances aussi de temps en temps de différentes autres stars de l'effectif de Stanford, et lui a pour le coup comblé les brèches, surtout offensivement, avec average OBP slugging de .384, .485, .707, un OPS de 1.191, des totaux de 18 home runs, 73 points produits, 38 buts sur balle provoqués pour 42 strikeouts. Donc là, attention par contre
au ratio, c'est pas très bon, et 5 bases volées. Jack Caglione, le héros malheureux de la finale, lui qui a subi les foudres de LSU en une manche et quelques, c'est quand même très très fort. Quand on va aller sur les conférences, notamment la SEC, je me demande même si c'est pas lui le joueur SEC de l'année, parce qu'on regarde beaucoup ce genre de performance, c'est un two-way player, je rappelle, et là on le met en qualité de DH du coup dans les joueurs de position. Donc les stats, d'abord average, OBP, slugging percentage, c'est .322, .388, .735, un OPS de 1.122, 33 home runs, 90 points produits. Par contre, le ratio, alors lui, il swing à tout va. Le ratio, c'est 17 buts sur balle provoqués pour 58 sur la carte. Lui, pour l'instant, ça y va. Il veut frapper du home run, il s'en fout, donc il va whiff. Mais bon, très forte saison en manière brute, et puis c'est quand même des très belles stats, donc c'est pas les stats avancées, mais des stats, on va dire, stats simples, de très belles stats simples pour ce joueur qui a été énorme, et on le verra encore l'année prochaine. Alors est-ce qu'il va choisir de continuer son œuvre en tant que two-way player? Est-ce qu'il va vraiment se focaliser sur le pitching? Quelle va être en fait la suite de sa carrière? Je suis très intrigué par ce jeune homme. Et enfin, en utility player, un autre two-way player quelque part, c'est le très bon Caden Grice. Caden Grice de Clemson, très belle saison. Alors, au niveau offensif, parce que là on est sur les joueurs de position, on le retrouve avec en average OBP et slugging percentage, .307, .411, .618, un OPS de 1.029, des stats brutes 18 home runs, 67 points produits, un ratio par contre de, lui aussi ça whiff, un ratio but sur balle, strikeout de 30 sur 74. 4 bases volées. Donc voilà pour la première équipe en termes de joueurs de position. Et maintenant, on va se positionner du côté des lanceurs. Et là, c'est intéressant, c'est très très intéressant ce qu'on a. D'abord, on a les lanceurs starters. Alors, il n'y a pas d'ordre, attention. Ne pensez pas que le premier que je vais énoncer, c'est l'Ace par exemple. On n'est pas sur la rotation, voilà. C'est juste les lanceurs starters. Il y a un joueur dont j'ai pas beaucoup parlé, je vais revenir juste après. On va commencer par Josh Hartle. Josh Hartle, c'était l'un des 3 joueurs de rotation de Wake Forest, puisque c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Rhett Lauder, mais j'en ai parlé dans un des podcasts précédents. Wake Forest, c'est sa rotation tout entière qui était indécente. C'est vrai que Josh Hartle a subi face à LSU en College World Series, et ça a été problématique puisque suite à la défaite dans son face-à-face, il y a eu ensuite l'élimination de Wake Forest lors du match couperé entre Rhett Lauder et Paul Skeens notamment. Mais bon, très très forte saison, 11 victoires, 2 défaites, un ERA de 2.81, 17 matchs startés, sur 18 apparitions et 17 matchs startés, plus de 100 manches lancées. Il a notamment un nombre de strikeouts de 140, c'est-à-dire qu'il a réussi 140 strikeouts pour 24 buts sur balle concédés, donc très très intéressant. On va parler bien sûr de son coéquipier, Rhett Lauder. Rhett Lauder, c'est... Excusez-moi, je racle ma gorge. C'est 14 victoires, aucune défaite, un ERA de 1.87, 19 matchs startés en 19 apparitions, plus de 120 manches lancées, et ensuite donc 143 strikeouts pour 24 buts sur balle. Quinn Matthews, le héros de Stanford, lui qui est revenu pour une dernière saison de côté de Stanford, et bien lui en a pris puisqu'il a été un des héros de Stanford lors du tournoi national, avec notamment c'était combien 100 combien de pitch 156 manches, pas manches, 156 lancés, pardon. 156 manches, ça serait un peu trop dans un match, ça me paraît impossible. Mais bref, 156 lancés, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement du nom, mais c'était assez indécent pour pouvoir, dans un match à élimination, un match coup près, pour pouvoir permettre à Stanford de survivre face à Texas. Je pense que c'était dans la Regionals, du coup, ouais, c'était ça de mémoire. Mais bref. On va pas tergiverser. 10 victoires, 4 défaites, un ERA de 3.75, 18 matchs startés en 19 apparitions, plus de 124 manches lancées, 158 strikeouts pour 40 buts sur balle concédés. Paul Skeens, bien entendu. Alors lui, c'est 13 victoires, 2 défaites, un ERA de 1.69, pardon, 19 matchs startés en 19 apparitions, plus de 122 manches lancées. Il a 209 strikeouts, ce qui est un record notamment SEC et un record de fac.
Donc 209 pardon, strikeouts, je suis fatigué. 209 strikeouts pour 20 buts sur balle concédés, c'est indécent. Du côté des releveurs, il y en a un dont je voulais parler qui a été du coup drafté également, c'est Andrew Walters du côté de Miami qui a fait une énorme saison encore une fois plutôt en tant que closer pour le coup. Donc un IRA de 1.23, 4 victoires, aucune défaite, 11 saves du coup, 44 manches lancées, 72 strikeouts pour 7 buts sur balle concédés. C'est très propre. Tyson Neighbors, j'en ai pas parlé cette année, Tyson Neighbors, puisque c'était un des très bons pitchers de Kansas State. Kansas State qui a fait une belle saison, mais qui s'est fait voler. Voler. Bref, on va dire qu'ils n'ont pas eu le RPI qui aurait pu leur permettre de récupérer la place qu'Oklahoma a pris, alors qu'Oklahoma n'a pas fait une saison qui méritait vraiment d'aller au tournoi national, mais c'est un autre débat. Bref. Tyson Neighbors aussi en qualité de closer, 11 saves, 5 victoires, 1 défaite, un IRA de 1.85, 48 manches, un peu plus de 48 manches lancées pour 86 strikeouts et 16 buts sur balle concédés, c'est très propre. Et au niveau du joueur, on va dire du utility player, encore une fois, c'est Kellen Grice, on en a parlé du côté des joueurs de position, on en parle aussi du côté des pitchers, parce que c'est 8 victoires, 1 défaite pour un IRA de 3.30. 14 matchs startés en 14 apparitions, plus de 73 manches lancées, 101 strikeouts pour 33 buts sur balle concédés. Donc encore une fois, c'est très propre, une saison exceptionnelle de ce jeune joueur qui a été également drafté. Et du coup, le dernier joueur que je voulais garder pour la fin, c'est un lanceur starter dont j'ai parlé beaucoup. Je pense que j'ai fatigué pas mal le monde avec lui, c'est Tanner Hall. Et j'attendais monts et merveilles, mais il a été très fort. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on attendait de lui, et notamment peut-être moins un peu vis-à-vis de la hype qu'il avait montré sur les 2 premières saisons, du côté de Southern Miss, j'attendais encore un tout petit peu plus. Peut-être, c'est un joueur qui, en termes de commande, en termes de contrôle, est très bon. Il a eu 2-3 passages à vide cette saison et son IRA est quand même assez exceptionnel. 2.48 d'IRA, 12 victoires, 4 défaites. Et son IRA, malgré quelques trous d'air, reste dans les 2 et quelques. Donc imaginez, 18 matchs startés en 18 apparitions, plus de 112 manches lancées, 124 strikeouts pour 33 buts sur balle concédés. Donc voilà, je voulais finir par lui puisque c'était l'un de mes joueurs témoins de la saison 2023. Donc voilà pour la première équipe. Je ne vais pas vous faire toutes les équipes, mais je vais vous annoncer, vous parler de 2-3 joueurs par équipe qui sont intéressants et à suivre notamment pour les prochaines saisons. Je pense par exemple à Nick Kurtz du côté de Wake Forest. Nick Kurtz, normalement c'est un sophomore, donc on devrait le retrouver dans le second team. Dans la plupart des joueurs de second team, il y a beaucoup quand même de joueurs qui ont été draftés. Je pense à Josh Rivera du côté de Florida. Je pense bien sûr à comment s'appelle, Chase Davis. Par contre, un joueur à continuer à suivre, c'est Tommy White qui aurait pu être en first team. Il termine en second team, mais c'est parce que la first team est quand même bien chargée. Mais c'est pas loin d'être un first teamer parce que c'est notamment 24 home runs pour 105 points produits. 41 strikeout, 23 buts sur balle, c'est quelque chose à travailler bien entendu. Un OPS de 1.164, donc c'est très très fort quand même. Et en troisième, team, côté des joueurs de position, des joueurs qu'on va continuer à suivre, Travis Bazzala du côté d'Oregon State, toujours fort, toujours solide. Peyton Toll, j'en ai parlé un peu avant. Ethan Petrie, le freshman de South Carolina, qui a été exceptionnel pour une saison freshman, c'est assez incroyable. Donc ce sont des joueurs à suivre, et après il y a des joueurs bien sûr qui ont été draftés, Tommy Troy du côté de Stanford, Jacob Wilson, Grand Canyon, qui a été d'ailleurs drafté assez haut, et tant mieux pour lui du côté des A's, 6ème position si je me rappelle bien. Je voyais un tout petit peu plus bas, mais bon c'est normal, un des meilleurs shortstop du pays, on va pas passer outre, et surtout fils d'un ancien big leaguer, Jake Wilson, pardon, excusez-moi pour la fatigue. Brock Vandenberg aussi qui a été très très bon cette saison de côté Michigan State et qui a été bien sûr drafté. Andy Morales, bien sûr, drafté un peu plus bas que prévu, et tant mieux pour les Nationals encore une fois. Et je vais peut-être d'ici quelques années pouvoir le voir lui et Dylan Cruz du côté des Nationals, du côté du Nationals Park, et ça sera tant mieux pour moi, sauf si bien sûr on décide de déménager, mais ça c'est une autre histoire. Bref. Voilà pour les All Teams Americans, les All American Teams, pardon. Je vous ai aussi parlé des meilleurs joueurs de la saison. On va finir par parler peut-être des meilleurs joueurs de SEC et de ACC, parce que ce sont les 2 meilleures conférences du pays. Et ensuite, je vais vous laisser tranquille. Donc pour la SEC tout d'abord, bien sûr, il n'y a pas trop de surprises. Il y a des joueurs qu'on a déjà entendus dans les All America, qu'on va réentendre ici.
Alors, on va commencer par le joueur de l'année du coup, donc ce n'a pas été Jack Lyonnais comme je l'ai dit un peu avant, j'y ai pensé, j'y ai cru. Ce n'est pas lui, c'est Dylan Cruz. Est-ce une surprise? Pas vraiment. Le pitcher de l'année du côté de SEC, c'est Paul Skeens. Là aussi, je pense pas qu'il y ait une grosse surprise. Le freshman de l'année, ça s'est battu, parce qu'il y a eu du Ethan Petrie qu'on a vu très très fort. Et c'est un autre freshman du côté de lui de Georgia, Charlie Condon, dont je vous ai parlé à un moment parmi les joueurs qui avaient, les freshmen qui avaient, ou jeunes joueurs qui avaient plus de 20 home runs à un certain moment de la saison. Donc il faisait partie de ces joueurs-là. Le coach de l'année, bien sûr, c'est Dave Van Horn. Dave Van Horn, du côté de l'Arkansas, qui fait de la magie. Il a plus de pitchers, il arrive quand même à gagner des matchs. Ils étaient tous blessés, enfin la plupart. Il arrive à avoir des grosses performances à certains pitchers dont on n'attendait pas de telles performances à certaines starters, alors qu'ils doivent plutôt être releveurs, etc., etc. Donc bref, très très bon. On va parler juste de la first team très rapidement pour vous dire que bien sûr Jack Lyonnais y est, Tommy White, Kate Curran du côté de Florida, Kate Curran qui a fait aussi un bon tournoi national, Josh Rivera qu'on a vu drafté du côté de Florida également, ouais, Langford bien sûr pour parler des joueurs de Florida. Si on veut parler de LSU, bien sûr il y a Dylan Cruz et Paul Skeens, mais il y a aussi Tommy White dont on a parlé un peu avant, Ethan Petrie dont je viens de vous parler est également dans cette team, et qui d'autre je pourrais vous dire très rapidement. Je pense que c'est à peu près tout, hein. South Carolina, on a aussi Cole Messina, bien sûr, le catcher, je l'avais oublié. Voilà pour la SEC. En ACC, là aussi, c'est des joueurs qui ne vont pas trop vous surprendre. Alors, Kyle Thiel, c'est le joueur de l'année, hein, le catcher de Virginia, j'en ai parlé juste avant. Le pitcher de l'année, c'est Rhett Lauder. Oh, surprise. Non, c'est pas une surprise. Tom Welter, c'est le coach de l'année, bien sûr, c'est le coach de Wake Forest, j'en ai parlé aussi un peu avant, plus tôt dans le podcast. Vance Honeycutt, le défenseur de l'année, hein, le meilleur joueur défensif de l'année, on va dire, qui a été un peu en difficulté avec des pépins et tout ça. On a presque vu plus Mac Horvath que lui. Et enfin, le freshman de l'année, c'est Cam Canarella, le joueur de Clemson, qui a été très très bon en lead-off, d'ailleurs, en termes de line-up. On va rapidement parler de la first team. La first team, on a bien sûr du joueur de Clemson, hein, on a donc Cam Canarella, on a Billy Amick également, forcément. On a bien sûr du joueur de Duke, je pense à Alex Mooney. Alex Mooney, je vous en ai parlé de temps à autre. Il y a quand même des joueurs de Miami, hein, Yohandy Morales qui a été drafté, Andrew Rogers qui a été drafté. Du côté de UVA, on a, au-delà de Kyle Thiel, on doit avoir bien entendu du Jake Geloff quelque part. Ouais, il est là, Jake Geloff. Et il y a aussi Griff O'Farrell qui a été très bon, le shortstop sophomore, qu'on verra donc certainement la saison prochaine. Bref, hein, voilà, je vous ai donné 2-3 noms. Il y a du Nick Kurtz du côté de Wake Forest, il y a du Josh Hartle, bien sûr, Rhett Lauder du côté de Wake Forest, Sean Sullivan, hein, pour finir les lanceurs de Wake Forest. Donc voilà, je vais donner un peu, c'est un peu du name dropping, c'était pour finir en fait cette saison comme il se doit en parlant des sésames qui ont été attribués au niveau national et au niveau des 2 meilleures conférences du pays. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'est assez digeste, je sais qu'on est aussi pas loin de l'heure, si ce n'est qu'on l'a peut-être dépassé. Avec moi c'est souvent comme ça parle beaucoup. J'espère malgré tout que ça vous intéresse toujours. N'hésitez pas à me faire des retours, même des retours critiques, ça ne me dérange pas. Au contraire, la critique est faite pour avancer. Pas trop de... Alors, il n'y a pas trop d'ordre de marche dans les prochaines semaines. Je vais faire vraiment des podcasts voilà, un peu plus tranquilles. On va peut-être parler un peu d'actualité s'il y a de l'actu. Par exemple, si on voit où va Braden Montgomery, j'en parlerai. Si on voit où va Chase Burns, j'en parlerai. S'il y a d'autres coachs qui bougent, etc., j'en parlerai. Mais à part ça, peut-être qu'on va profiter pour parler peut-être de joueurs qui ont été historiques, par exemple, comme ce que je fais un peu dans le top chrono. Profiter du top chrono pour pouvoir approfondir en podcast, par exemple, ce genre de liste. On va voir. Il n'y a pas trop d'ordre de marche, d'ordre d'idée, mais on va voir. Le podcast, bien sûr, Warzone continue. Et j'espère vous voir, ou en tout cas savoir que vous l'écoutez encore une fois, comme d'habitude. Et sur ces bons mots, je vous dis à très bientôt. Ciao. Pretty well hit to center field. And he is off and to a very wide